comment continuer à croître sans faire ce 0 à 1 million d'euros qui est long et chronophage et parfois très risqué. Je voulais vraiment accélérer sur mon patrimoine, accélérer sur mes revenus aussi bien sûr et sur la taille d'un groupe que je pourrais diriger par la suite. J'ai une vision, c'est 300 entreprises d'ici une dizaine d'années. Salut et bienvenue sur le podcast Multipreneur, le premier podcast consacré au multipreneuriat, le fait de posséder et gérer plusieurs entreprises en même temps. Je suis Yann Segon, multipreneur, et je t'emmène dans mon aventure pour démocratiser le multipreneuriat. Je suis vraiment très heureux de t'accueillir sur le podcast Multipreneur. Donc, ça fait longtemps qu'on a commencé à discuter autour de cette thématique. Ça fait plus d'un an, j'ai regardé les dates. C'est ça. Et c'est un peu symbolique que ça soit toi, tu vois, qui vienne ici, puisque on est dans le nouveau format du podcast Multipreneur, avec ce super studio Nextail à Montpellier. Un magnifique studio Nextail. C'est clair. Super beau décor. Et surtout, j'aurais jamais imaginé il y a un an qu'en fait on se retrouverait à s'associer au final pour la création de ce studio et notamment de s'associer aussi avec le talentueux Kevin qui est derrière la caméra. Kevin qu'on voit pas mais qui est derrière, très présent en montage. C'est clair. Et derrière d'ailleurs les caméras. Donc voilà, donc tu vois, moi un petit sentiment, effectivement, j'avais envie de marquer le coup aussi et en plus ça tombait bien avec ton emploi du temps. Donc je trouvais que tout était bien lié pour changement de décor, changement de setup et de le faire avec toi. Donc, avec grand plaisir. Comme c'est un nouveau format, je vais quand même pas tout abandonner. C'est-à-dire que j'ai quand même deux traditions sur le podcast Multipreneur. La première, c'est que tu vois, tu vas donner énormément de valeur aujourd'hui. D'ailleurs, je sais pas, aujourd'hui, tu factures combien une heure de consulting à peu près? Une heure de consulting, on est vers les 1 000 euros pour une heure. Donc tu vois, donc quelqu'un qui va écouter ce podcast qui va durer une heure et demie, déjà il a gagné 1 500 euros. Je lui enverrai la facture. Ouais. Donc voilà, donc tu vois, je trouve que ça c'est un élément, j'aime bien aussi poser cette question, mais aujourd'hui ils sont pas là, mais tous ceux qui vont écouter ton podcast, ils ont un message pour toi. Et du coup je te le fais écouter parce que tu vas voir, ils sont très très chauds. Donc voilà, tu vois, tu sens l'énergie de cette foule. Ils sont vraiment, ils ont vraiment envie et ils sont très excités à l'idée de tout ce que tu vas leur partager. Et la deuxième tradition du podcast Multipreneur qui a créé même ce podcast, c'est que je présente jamais mes invités. Tout simplement parce que tu sais en tant que multipreneur que c'est une vraie galère en fait, de se présenter. Et donc je te laisse ce fardeau, entre guillemets. Allez, avec grand plaisir. Es-tu, que fais-tu? Avec grand plaisir, je suis Alexandre Barthélémy, je suis à Montpellier, donc basé à Montpellier. Je suis multipreneur, donc j'ai des sociétés dans le marketing, la formation, mais aussi dans l'agroalimentaire, le bâtiment, l'industrie, le transport de marchandises et aussi un réseau d'optique et d'audioprothèses qui fait approximativement 85 magasins aujourd'hui et associé dans un studio de podcast aussi aujourd'hui avec Nextail et voilà pour mes activités. Je dirige aussi un mastermind qui s'appelle Buy and Build sur le thème du rachat d'entreprise pour les entrepreneurs ou les salariés en reconversion qui souhaitent racheter des sociétés justement entre 1 et 10 millions d'euros de chiffre d'affaires sans apport et sans caution personnelle. Et tu vois, c'est pour ça que je voulais justement te faire venir. Donc je te disais en off juste avant de commencer, dans l'audience, il y a effectivement des entrepreneurs qui ont déjà une société et qui veulent en avoir une autre. Et des multipreneurs qui ont déjà plusieurs sociétés et qui cherchent aussi à créer et développer un écosystème. Et ton expertise aujourd'hui, elle s'est faite sur la croissance externe. Et je pense que c'est un volet moi, que je maîtrise absolument pas et que je trouve très intéressant de partager. Donc comment on arrive à avoir des sociétés dans des secteurs aussi différents l'un des autres? Et ça se fait en combien de temps? Par quoi on passe? Comment ça se passe? Alors pour ma part, ça s'est fait en environ 2 ans et demi, 3 ans maintenant. J'ai commencé, comme beaucoup d'ailleurs, à faire une première création en 2011 dans l'assurance, société que j'ai revendue en 2014. Et en 2015, j'ai créé une agence marketing. Et en 2019, j'ai quitté mes fonctions opérationnelles et je me suis dit comment continuer à croître sans faire ce 0 à 1 million d'euros qui est long et chronophage et parfois très risqué. Et donc je me suis intéressé avec la reprise. J'ai fait 2 reprises de sociétés en difficulté, en 2020 et 2021. 2 reprises qui se sont soldées par un échec, puisque les 2 sociétés sont allées en procédure collective. Et je me suis dit plus jamais. Et c'est là que j'ai commencé à m'intéresser aux sociétés profitables. Et j'en ai fait une première fin 2021. Et ensuite, les autres se sont enchaînés avec 7 acquisitions en 2 ans et une plus récente en février dernier.
Ok. Et comment t'es arrivé à cette logique justement vraiment de rachat au départ? Parce que tu dis, t'as la période difficile du lancement. Oui. C'est quoi? C'est toi, t'avais mal vécu le premier lancement avec ta première société ou alors c'est juste que t'as trouvé que c'était plus optimum? Enfin, Ouais, pourquoi ce choix? alors c'était deux succès que j'avais fait en création d'entreprise. Donc j'avais pas la mauvaise image, on va dire, Mhm. de la création, mais par contre, en effet, ça prenait du temps. Parfois, le 0 à 1 million prenait 2 ans, 3 ans, par exemple. Ça peut être assez chronophage et je voulais vraiment accélérer sur mon patrimoine, accélérer sur mes revenus aussi, bien sûr, et sur la taille d'un groupe que je pourrais diriger par la suite. Et pour moi, la reprise était plutôt assez logique, puisque finalement, toute cette phase de 0 à 1, cette phase d'erreur de recrutement aussi qu'on peut faire, avec les cadres, le management intermédiaire par exemple et autres, ça on l'avait plus. Une société qui est reprise, elle a déjà finalement déjà des clients existants, déjà des employés, déjà des équipes en place, déjà une rentabilité, donc ça fait gagner un temps fou. Ok. Ouais. Et du coup, est-ce que tu peux nous parler déjà, je pense, des premiers ce que tu as dit, échecs que tu as eu, parce que c'est important aussi, tu vois, de parler de ça, puisque je trouve que c'est ce qui t'a amené à la suite. Donc, comment ça s'est passé, ces premières expériences pour toi? Alors les deux premières expériences de société en difficulté se sont faites avec une société agroalimentaire et une société dans le bâtiment. Pour la première, c'était à côté de Bergerac, donc assez loin de Montpellier. Et j'avais décidé justement de conserver le dirigeant à la tête de l'entreprise parce que j'y connaissais strictement rien en agroalimentaire. Et ce que je ne savais pas à l'époque et ce que j'ai appris du coup par rapport à cet échec, c'est que quand on laisse un dirigeant dans une entreprise en difficulté, souvent il reproduit les mêmes erreurs. Donc j'ai repris la société, j'ai laissé le dirigeant à l'intérieur et il a reproduit les mêmes erreurs du coup. Et malheureusement, il y avait ouais, 10-15 personnes dans la société et la société a fini en liquidation judiciaire. Pour la deuxième, c'était une société qui était plus proche, en l'occurrence dans le secteur du bâtiment à Montpellier. Et pareil, j'y connaissais strictement rien dans le bâtiment, donc j'ai décidé de reprendre la société qui perdait de l'argent et de maintenir le dirigeant en place. Les voyants ont commencé à être au vert au bout de 3-4 mois. Ok. Et malheureusement, ce dirigeant-là était un peu, comment l'expliquer, pas très sérieux, on va dire, et il est parti avec la caisse. Ok. Donc là, malheureusement, trésorerie négative et procédure collective ensuite. Ok, Voilà, d'accord. Donc, plus des erreurs au final humaines complètement. sur ces sociétés-là, pas sur les clients, pas sur l'acquisition. Non, vraiment humaine. Ouais. Ok. Vraiment sur le pilote de l'entité, le directeur général ou le président de la société. Ça, on en parlera après parce que je pense que c'est un des éléments assez fondamental du mastermind que tu as créé, mais aussi, je pense, de ta logique d'acquisition que tu as aujourd'hui. C'est-à-dire que maintenant, tu es vraiment dans je rachète une entreprise, mais je mets quelqu'un, je mets un directeur à la tête de cette entreprise. C'est-à-dire que c'est pas toi qui prends l'opérationnel de Tout à cette fait. société-là. Tout à fait. Et est-ce que ça, c'est la vision que tu avais dès le début, ou alors est-ce que justement c'est par l'expérience, par les différents rachats où tu t'es dit C'est une vision que j'avais dès le début, puisque dans les sociétés que j'avais créées, justement, j'ai tout de suite recruté des personnes en management intermédiaire. Pour ma société marketing, j'avais déjà un directeur général aussi qui pilotait l'entité. Et c'est comme ça que j'ai pu trouver le temps justement pour faire ces rachats d'entreprise. Donc j'avais vraiment cette idée de je souhaite racheter des sociétés. En plus de ça, le fait que ce soit dans différents secteurs, ça m'éclatait complètement. Ok. Donc c'était vraiment ça mon but. Et vu que je ne veux pas être expert partout, il fallait absolument que je trouve quelqu'un pour me seconder dans les tâches quotidiennes. Ok. Donc c'est-à-dire qu'au moment où tu commences à rentrer dans la logique de rachat, est-ce que tu as une vision globale de groupe où tu sais vers quoi tu vas aller, ou alors non, tu cherches plutôt un type d'entreprise particulier, ou enfin Hmm. comment tu choisis ces entreprises? Pourquoi ces entreprises et pas d'autres en fait? C'est une bonne question. Je fais ça plutôt de manière opportuniste. C'est-à-dire que je suis vraiment secteur agnostique. Ok. C'est-à-dire que ça peut être des entreprises dans le BTP, dans l'agroalimentaire, dans la tech, peu importe. Ce que je recherche, c'est une rentabilité. D'abord 10-15% de BE à la fin Ok. de l'année. Et surtout qu'il y ait, on en revient à ce qu'on disait il y a quelques instants, quelqu'un dans les effectifs de la société capable de prendre le pilotage opérationnel de la société. Ça, c'est le plus facile. Alors, il y a deux étapes, on y viendra peut-être tout à l'heure Mm. si tu poses la question. C'est ou de recruter un directeur général extérieur avec un cabinet de recrutement, par exemple, ou promouvoir quelqu'un qui est déjà légitime et déjà dans les effectifs de la société. Et ça, c'est le plus facile, et c'est dans 70% des cas, généralement, qu'on arrive à le faire. Mais comment ça, par exemple, tu arrives à le cerner
en étant extérieur à la société ou tu fais le choix après? Enfin, tu vois, Mhm. quand tu arrives et que tu découvres que En fait, c'est quoi ton process tout simplement pour essayer de racheter une entreprise? Alors, le process, c'est déjà de faire du. Tu parles de l'identification de la cible jusqu'au Et ouais, rachat, vraiment, d'accord. parce que tu vois, là, Ok. tu parles de. Enfin, je te dis comment tu choisis les entreprises. Et donc après, tu dis qu'effectivement, le but, c'est de sortir de l'opérationnel, donc de placer quelqu'un. Mhm. Mais quand tu fais au début ta recherche d'entreprise, Mhm. c'est impossible de savoir à l'intérieur qu'il y a déjà quelqu'un qui pourra prendre la succession C'est ou quoi. ça. Donc comment tu fais c'est quoi L'idée, c'est vraiment de cibler des entreprises qui sont alors, en vente, mais hors marché. Ok. Ne pas aller sur des plateformes de type Fusac, Session PME par Mhm. exemple, ou enfin peu importe le site internet de petites annonces d'entreprises à la vente. C'est vraiment d'approcher le cédant en direct. C'est comme ça qu'on va trouver des cédants qui sont motivés, avec justement des valorisations qui sont raisonnables, donc on est capable de faire un effet de levier sur le rachat de l'entreprise pour l'acheter plus facilement avec une valorisation raisonnable. Et ensuite, lui poser clairement la question, lors du premier entretien avec le cédant, justement, est-ce qu'il y a quelqu'un dans les effectifs de votre société actuellement qui est capable de vous remplacer si demain vous partez? Ok, c'est quelque chose que tu poses dès le Dès début. le début, Incroyable. et c'est vraiment quelque chose qui est indispensable à poser puisque ça fait partie du schéma. S'il n'y a personne dans les effectifs de la société, je sais que je vais devoir faire appel à un cabinet extérieur et donc avec de l'aléatoire humain Mhm. plus important. Et est-ce que, parce que j'imagine qu'il y a quand même des. Enfin, je veux dire, tu es au stade où tu rachètes des PME, des PE. euh, il y a quand même dans certains types d'entreprises, je veux dire, il y a une logique d'ego quand même dans le dirigeant auquel tu vas proposer le rachat. Donc, est-ce qu'il y a aussi toujours la capacité, tu vois, d'analyse, de se dire, ah oui, il y a quelqu'un qui peut vraiment me remplacer, ou alors non, tu sais, je suis le dirigeant de cette TPE, je suis irremplaçable et c'est impossible que les personnes de mon staff me remplacent. Ça arrive que quand je pose la question, le dirigeant me dit non, il n'y a personne dans les effectifs de la société capable de me remplacer et je fais 100% du commercial, je supervise la production, je fais le recrutement, etc. Là, pour le coup, c'est le cas d'une société qui est intuitu personné. Ouais, Et là, clairement, c'est un red flag pour ok. l'acquisition d'entreprise. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles je refuse des dossiers. C'est quand c'est dans ce genre Ok. de situation, mis à part si le dirigeant, lui, souhaite rester 3 ans, 5 ans. Là, c'est un schéma un peu différent puisqu'on a le temps de structurer post-acquisition. Ok. Mais s'il souhaite partir après l'acquisition et qu'il est indispensable à la société, c'est red flag. Ok. Ouais, pour toi, c'est pas des éléments en disant super, tout est centralisé sur une seule personne. Je sais que c'est du coup pas optimisé et donc Mm. avec différents process, je peux développer tout ça. T'es plus dans une logique de ok, si la personne ne reste pas, comme celle qui gère et qui tient la boîte, en fait, si elle s'enlève, tout s'écroule, donc ça sert à rien d'aller dessus, C'est quoi. ça. C'est pour ça qu'on va sur des sociétés qui font entre 1 et 10 millions d'euros Ok. pour trouver, alors non pas une structuration comme des boîtes de 50 ou 100 millions d'euros de chiffre d'affaires, Ouais. mais déjà un semblant de structuration avec peut-être des responsables de production, ou un responsable commercial, un responsable clientèle par exemple, qui est capable justement de gérer le quotidien un peu plus facilement. Et c'est des. Est-ce que tu cherches une taille d'effectif aussi particulière ou pas spécialement? Pas C'est-à-dire que s'ils spécialement. sont deux et qui font justement entre 1 et 10 millions ou qui sont 20. Alors s'ils sont deux et que c'est dans des secteurs spécifiques comme le SaaS par Mhm. exemple, où là il n'y a pas forcément besoin de commerciaux pour aller trouver les clients, ou pas besoin de personnes à la prod, où tout est sous-traité, Mhm. ça peut s'envisager. Ok. Mais sur des activités plus traditionnelles de production, de négoce ou de service, il faut vraiment une équipe en place. Ouais. Et du coup, c'est vraiment très très large en termes d'activité. Moi, ça m'intéresse parce que tu vois, j'ai déterminé avec tous les rencontres de multipreneurs différents profils de multipreneurs. Il y a effectivement le multipreneur enfin, opportuniste Mhm. qui va suivre et réussir à prendre des opportunités. C'est ce que tu es, c'est ce que je suis aussi. C'est pour ça qu'on a des activités qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Mais tu as aussi on va dire, à son opposé, j'ai l'impression que c'est un peu, tu vois, l'objectif final du multipreneur, c'est de créer, d'être un multipreneur d'écosystème et donc d'avoir toutes tes sociétés qui sont au final un peu interconnectées Mhm. pour avoir des avantages concurrentiels, avoir des synergies et pour tout simplement pouvoir avoir un groupe plus étoffé, interconnecté. Est-ce que tu as quand même une vision de mutualiser certains services ou d'aller chercher tu vois, des nouvelles sociétés qui vont aider ton groupe ou Mhm. alors vraiment pas du tout, tu prends vraiment chaque nouveau rachat comme un projet à part, totalement à part. Alors au démarrage ouais, de mes différentes entreprises,
il n'y avait pas du tout de logique de type synergie ou économie d'échelle. Ok. C'était vraiment à l'opportunité, comme je te disais tout à l'heure. Il y avait une société qui était rentable, finançable, un cédant motivé, une valorisation raisonnable, j'y allais. Maintenant, c'est vrai que je raisonne beaucoup plus en termes de synergie. On l'a vu par exemple avec cette société, en effet, Nextail de podcast, qui peut aussi me servir pour ma société de formation avec mon mastermind. Voilà, des synergies et un écosystème peut se créer beaucoup plus facilement. Et c'est plus ça aujourd'hui ma recherche, plutôt que vraiment taper des secteurs qui sont très très éloignés. Et donc aujourd'hui, puisque d'ailleurs, est-ce que tu es toujours en recherche, c'est-à-dire que tu es en recherche constante de rachat, ou est-ce que ça aussi, ça se limite, tu te limites, ou tu as une... Enfin, c'est quoi un peu, tu vois, les facteurs limitants sur le rachat? Je suis sans cesse à la recherche d'opportunités. Mhm. J'ai fait un dernier achat sur une société de courtage en travaux en février dernier, Ok. qui fait approximativement 3 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et ouais, je suis sans cesse à la recherche. Et d'ailleurs, maintenant, avec le mastermind que j'anime, je fais des acquisitions avec les membres de mon mastermind. Donc maintenant, on le fait plus en groupe, avec des compétences complémentaires pour aller chercher des dossiers plus importants. Ok. Mais toujours dans la logique où il n'y a aucune personne du mastermind qui rentre dans l'opérationnel et qui est Non. directeur. C'est pareil, Non. c'est juste format investisseur. Format investisseur et supervision du directeur général. Ok. Tout à fait. Et bah alors du coup, on y reviendra, mais aujourd'hui, ça veut dire concrètement, c'est quoi tes missions? C'est comment t'occupes ton temps? C'est quoi ton rôle, tu vois, aujourd'hui? Mon rôle au sein du groupe, c'est aujourd'hui de superviser les 8 directeurs généraux pour les 8 sociétés, avec une réunion généralement qui se tient le mercredi matin, de Ok. 8 heures à midi. Et ensuite de m'occuper aussi de mon mastermind, d'accompagner les élèves aussi de mon mastermind sur leurs différentes reprises, que ce soit sur le volet sourcing, financement, structuration et même développement du groupe. Et bien sûr ma vie personnelle après derrière avec ma famille. Ouais. Alors, je t'avoue que ça m'intrigue le mercredi matin. Mm. Pourquoi le choix du mercredi matin? Je t'avoue que souvent, et allez, je vais dire franchement à 85-90% des multipreneurs que j'ai interviewés, bah, c'est lundi matin, tu as un peu juste Morning meeting. morning meeting avec tout le monde. Donc, Non, pourquoi le c'est choix du mercredi? purement pour le hasard, parce que vous savez qu'il y avait une disponibilité qui était plus commune sur le mercredi matin. Ok. Donc c'est purement du hasard, c'est pas voulu en tout cas. Ok. Et du coup, ça se passe comment? Tu fais des meetings en one-one avec chacun de tes directeurs tout ton mercredi matin Non, non, tout le monde est sur la même réunion Zoom, puisque mes entités sont un peu éclatées sur le grand sud de la France, Ouais. pas au même point géographique, donc tout le monde est dans la même salle de réunion Zoom. Alors, c'est-à-dire que même s'ils sont dans des secteurs complètement différents, Tout à fait, que c'est des structures et des identités différentes, ouais, tu fais un point commun avec tous tes directeurs? exactement, Alors ça m'intéresse. tout à fait. Ça m'intéresse. Au début, je faisais des points individuels, bah, du coup c'était beaucoup plus chronophage, puisqu'il fallait faire un point par entité. Et je me suis vite aperçu que finalement, même s'il n'y avait pas de synergie évidente entre les entités, certains directeurs généraux d'autres secteurs, avec leur vision extérieure au secteur d'activité d'un autre, pouvaient apporter de la valeur, puisqu'ils avaient justement le recul nécessaire pour dire ah oui, est-ce que tu n'as pas essayé de décaler les règlements fournisseurs, par exemple, avec cette technique-là? Comment tu fais pour augmenter tes prix? Ah ouais, toi tu fais ça dans un secteur d'activité et pas l'autre. Voilà, ils s'apportaient de la valeur mutuellement, sans parler de synergie commerciale. Mhm. C'était plus de la valeur type un peu coaching, par exemple. Mais incroyable, tu as réussi à scaler le, le point de réunion avec les directeurs commerciaux. Incroyable. Comment ça se passe là, on va le creuser un petit peu parce que ça, je pense que je te dis, c'est la première fois qu'on parle d'un format comme ça sur le podcast et ça va intéresser pas mal de monde. Comment ça se passe une réunion d'un mercredi matin? Alors, on voit les problématiques de la semaine passée. Ouais. Je te fais ça assez rapidement sur les thématiques de la réunion. Les problématiques de la semaine passée, comment les régler? Et du coup, c'est quoi? Chacun parle de. Ils ont un temps de. T'as un temps. C'est ça. Comment tu l'organises vraiment? C'est à peu N'hésite près pas 10 à minutes creuser par un peu. personne, Ok. grossièrement. Donc chacun évoque ses problématiques de la semaine passée. On fait un brainstorming sur comment régler ces problématiques le plus efficacement possible. Un peu en mode hot site ou de mastermind? Non, pas. C'est pas vraiment chacun s'exprime comme Ok. il veut Ça là-dessus. marche. Et c'est là où justement où l'intelligence collective se met en route et c'est là où d'autres secteurs peuvent apporter de l'expertise sur un autre secteur d'activité. Et ensuite on voit les objectifs de la semaine suivante. Ok. Ça peut être des indicateurs de performance qui sont des indicateurs comptables assez généraux mais aussi des indicateurs spécifiques au secteur d'activité et comment les atteindre. Et ça, tu les vois parce qu'ils sont communs quand même à toutes tes entités ou alors non? 70% sont communs. Ok. Ça va être par exemple le cash, ça va être l'excédent brut d'exploitation,
hebdomadaires et mensuels. Ça va être la productivité des équipes. Ça, c'est pas toutes les sociétés qui ont la même chose, mais les sociétés de type BTP, industrie ou transport, par exemple, ont à peu près le même indicateur de performance. Ok. Et donc, c'est quoi? Tu vas dire, bon, je sais pas moi, niveau EBE, et tu listes les objectifs pour toutes les structures en disant, bon, pour toi c'est ça, pour toi c'est ça, pour toi c'est ça. Tout à fait. Ok. Et tu fais tous tes critères comme ça, tous Et tes comment les KPI, atteindre. Tout et à comment fait. les atteindre. Incroyable. Ok. Et donc là, tout le monde est en commun. Et après, qu'est-ce qui se passe? Et après, tout le monde se souhaite une bonne semaine et au travail. J'adore. Et ça dure combien de temps à peu près ça? Tu veux dire toute la réunion? Ouais, toute la réunion. Toute la réunion, c'est de 8h à midi. Ok. Donc quand même 4 heures de réunion, mais c'est fait pour la semaine après derrière. Comment tu vas se caler quand tu auras 300 entreprises? C'est bien la question. Ouais. C'est bien la question. C'est pour ça que je m'associe aussi aux membres de mon mastermind pour justement qu'il y ait un degré de supervision encore supérieur. Ok. Franchement, c'est hyper intéressant. Parce que du coup, c'est des réunions. Aujourd'hui, vous êtes quoi? Vous êtes 8? 6? 8 et 9 avec moi. Ouais. 9, ok. Ok, d'accord. C'est ultra intéressant. On reviendra sur la partie un peu comment tu structures tout ça. Ou alors on y va tout de suite, comme tu préfères. Allez, Tu y te sens bien, hein? aller. Allez, écoute, donc effectivement, tu as dit que tu identifiais des entreprises, un certain type d'entreprise. Aujourd'hui, tu as dit que ces entreprises, tu essaies quand même qu'elles aient un peu un lien avec ton groupe pour chercher des synergies. D'ailleurs, ça commence à prendre quelle place ça dans le choix? C'est à peu près 20% aujourd'hui. Ok. 20% des entreprises qui peuvent avoir une relation et un écosystème commun. Ok. C'est le cas avec cette entreprise de podcast, c'est le cas avec mon entité marketing qui peut aussi apporter du soutien commercial et prospection à des entités qui font du B2B par exemple. J'apporte aussi les services de ma société marketing aux membres de mon mastermind. Donc là, on commence à avoir un écosystème qui se crée. Très intéressant. Ok. Et donc là, tu as identifié une nouvelle structure. Comment ça se passe? Celle-là, elle te plaît bien. Celle-là me plaît bien. Elle est arrivée par du sourcing hors marché. Donc, il y a plusieurs sortes de sourcing hors marché qu'on peut faire. Il y a des techniques qui sont offline, comme le courrier par exemple. Il y a des techniques qui sont online, avec un système de publicité ou de post LinkedIn par exemple. J'identifie la société et là, au moment du premier rendez-vous téléphonique avec le cédant, j'ai l'habitude de poser 19 questions, dont la question du directeur général ou de la personne qui pourrait prendre sa succession, mais aussi d'autres questions que les membres de mon mastermind ont sur un document Word, principalement liées à la rentabilité de la société, etc. et surtout au prix que le cédant demande. Ça, c'est une question qui est ultra importante puisque le schéma classique d'acquisition, normalement, c'est de trouver une société sur Fusac, de prendre en relation avec un intermédiaire et l'intermédiaire vous demande de faire une proposition. Nous, on fait le schéma inverse, c'est qu'on demande le prix de cession au cédant directement. Okay. Le but étant de rentrer tout de suite dans une technique de négociation où forcément le prix est toujours trop cher. Et on va essayer de faire baisser ce prix lors de cette première conversation téléphonique. Si on voit qu'on se rapproche de notre but, on va fixer ensuite un deuxième rendez-vous physique, où on va aussi avoir une bibliothèque de questions qu'on va lui poser. Là, on va rentrer plus dans le détail, surtout par rapport à la personne qui pourrait piloter suite au départ du cédant. On va rentrer dans le profil de clientèle que le cédant a, quelle est l'ancienneté de l'activité. Voilà, on va lui demander aussi des documents comptables aussi. Okay. Et ensuite, une fois que tout ça est fait, on bascule tout de suite vers une lettre d'intention, qui est un peu l'équivalent d'un compromis en fait finalement dans l'immobilier. Et là, on va commencer les audits et on va aller chercher les financements. Ok. Juste avant ça, tu es dans une logique là où tu dis tu poses des questions au cédant et tu lui fais parler donc du prix de vente qu'il imagine. Ça veut dire que tu es dans une logique quand même de... comment dire ça? Tu vas essayer de contacter énormément en fait d'entreprises pour être dans une vraie logique de il passe pas ce premier filtre, en gros tu passes très rapidement à la suite sans te dire c'est vraiment cette société que je veux et à essayer de t'accrocher à cette boîte. Exactement, on est vraiment dans une logique commerciale, avec un pipeline, avec des personnes qui passent au stade numéro 2 et des personnes qui passent au stade numéro 3. Donc du coup tu n'es pas du tout dans une logique émotionnelle, on est vraiment quelque chose d'ultra carré, rentabilité. Tout à fait. Rentabilité, logique commerciale, entrepreneuriale. Donc, donc toi, tu as fait tes premiers filtres dans ce process-là. Tu arrives à la lettre d'intention,
tu rentres dans les audits, ça colle avec ce qui a été annoncé, etc. Qu'est-ce qui se passe? Parce que tu as parlé de finances, et on va forcément en parler, puisque c'est quand même un des éléments qui est quand même assez fou de ce que tu proposes. Qu'est-ce qui se passe au niveau des finances? C'est quoi ta promesse avec le mastermind, et c'est quoi aujourd'hui que tu as réussi à faire dans les acquisitions que tu fais? Alors la promesse que je donne aux membres de mon mastermind quand ils rentrent dans le mastermind, c'est d'acquérir des entreprises sans apport et sans caution personnelle. Puisque le schéma, et on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, le schéma classique, c'est le statu quo, on va dire, la méthode classique pour acquérir des entreprises aujourd'hui en France, c'est encore une fois FUSAC, session PME, intermédiaire, je fais une offre et je vends ma banque avec le dossier de reprise. Sauf que la banque va généralement demander, en 2024, au moment où on tourne cette vidéo-là, 20, 30, peut-être 50% d'apport selon les secteurs d'activité et une caution personnelle. Les sociétés entre 1 et 10 millions d'euros étant des actifs très volatiles, je conseille de ne surtout pas faire ça. Puisqu'en cas de défaillance de l'entreprise, c'est ce qui s'est passé pendant le Covid par exemple, en cas de retournement d'un marché, vous perdriez certes votre apport, qui peut être de plusieurs centaines de milliers d'euros, mais aussi parfois votre maison avec une caution personnelle. Donc on va essayer de prendre le problème à l'inverse, c'est comment justement acquérir des entreprises sans passer par la case bancaire. Et pour ça, alors sans spoiler bien sûr tout le contenu du mastermind, on va faire un financement par le bas. C'est ce que les avocats appellent un financement par le bas. Donc on va se servir des actifs, que ce soit des actifs matériels ou immatériels de la société cible que l'on vise, pour pouvoir financer son propre rachat. Donc un exemple, vous souhaitez racheter une société de transport, il y a 30 camions. Si ces 30 camions ne sont pas en leasing ou en crédit bail par exemple, on peut faire un levier sur ces 30 camions qui sont donc financés en propre, pour pouvoir racheter la société. Alors après, il y a des spécificités juridiques, comptables qui peuvent s'entrevoir, mais voilà, le schéma c'est ça. Ok, donc tu fais levier sur les actifs de la société, donc comment ça se passe ensuite sur le rachat? C'est quoi la suite, tu vois? Moi, j'ai jamais fait de rachat aujourd'hui, donc comment ça se passe pour acheter une société? Une fois que les audits sont passés, donc on fait des audits comptables, juridiques, fiscaux et sociaux. Une fois que tout ça est passé et que le financement est OK, et accepté, à ce moment-là, on passe à la signature du contrat de cession officiel, où là, vous récupérez tout simplement les clés de l'entreprise. Et c'est là où généralement une période d'accompagnement est négociée avec le cédant. Dans très peu de cas, il part tout de suite après la cession. Généralement, c'est 3, 6, 12 mois d'accompagnement, où le cédant va être en accompagnement de cette transition-là, mais aussi et surtout en formation du directeur général. Puisque quand une acquisition est faite, je suis peut-être 2 jours dans l'entreprise, et après les employés de la société ne me voient plus du tout. Quand tu dis 2 jours, tu es 2 jours par semaine, ou tu viens juste 2 jours au démarrage. Vraiment en mode salut, je m'appelle Alexandre. Bienvenue dans le groupe. Je suis le repreneur, bienvenue dans le groupe. Voilà ce qu'on fait. Ça. On va restructurer. C'est ça, donc j'annonce la stratégie et après je disparais complètement. D'accord. Puisque si vous restez trop longtemps dans une société que vous venez d'acheter, les équipes en place vont être habituées à vous voir et c'est là où vous allez avoir beaucoup plus de mal de quitter l'opérationnel. Donc le but, c'est de se servir de la période d'accompagnement du cédant pour qu'il puisse former le directeur général et que la société soit opérationnelle et autonome ensuite. Et que le directeur général soit vraiment la référence et pas toi. Donc c'est-à-dire que toi, tu n'as vraiment, au final, aucun lien avec tes équipes opérationnelles, à part tes directeurs techniques. C'est vraiment, tu arrives à gérer ton groupe comme ça, quoi. Tout à fait. Ok, ultra intéressant. C'est quand le bon moment pour acheter une entreprise? Est-ce qu'il y a des minimums, tu vois, que ça soit en termes de... Enfin, parce que tu vois, des personnes qui nous écoutent, là, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont soit déjà une activité, soit qui en ont plusieurs, mais à quel moment tu te dis, ah là, ça serait quand même le bon moment de racheter une entreprise? Pour moi, le bon moment pour acheter une entreprise, c'est quand vous avez déjà structuré vos activités existantes. Puisque on ne s'en rend pas forcément compte, puisque c'est souvent sous-traité à des avocats, des experts comptables, mais la partie audit va quand même prendre du temps. La partie recherche en amont prend aussi pas mal de temps. La partie rendez-vous, que ce soit téléphonique ou physique avec un cédant, prend aussi du temps. Donc tout ça fait que si vous êtes à 100% dans l'opérationnel et que si vous travaillez déjà 70 heures par semaine, c'est compliqué à faire tout ça.
Donc l'idée, c'est vraiment déjà de structurer le business existant actuel pour ensuite avoir le temps de faire des acquisitions. Okay. Tu es vraiment de toute façon sur la logique classique de je structure mon actif. Enfin, toi, tu ne le lances pas puisque tu les rachètes directement, mais on va dire la phase classique du multipreneur, ou du moins on en parlait avant d'un certain type de profil de multipreneur, c'est je lance mon activité, je structure mon activité, je sors de l'opérationnel, j'en lance une autre. Toi, c'est la même chose, sauf que c'est au niveau du rachat. C'est-à-dire que tu fais tout ton process d'acquisition, tu structures, tu sors de l'opérationnel, suivant. Combien de temps il dure ce process tu vois, global en moyenne? Combien de temps ça te met entre la recherche de la prochaine société et le jour où tu sors à la fin des 2 jours de visite de cette société, en moyenne? Ça prend généralement entre 5 et 6 mois. Ah, c'est rapide quand même. Ouais, 3 mois de recherche et 3 mois d'audit, de financement et de closing. Ouais, donc tu es vraiment sur des personnes qui veulent vendre directement, Ouais, quoi. Pas des personnes qui vont te faire oui, j'ai bien envie de vendre, mais c'est ça. Pas maintenant. D'ailleurs, on l'annonce dès le rendez-vous téléphonique avec le cédant, on n'est pas intéressé par des négociations longues. Donc il faut que le cédant soit motivé et prêt à vendre. Incroyable. Ok, tu as dit qu'il y avait deux possibilités. Soit tu as quelqu'un au sein de l'entreprise qui va se transformer, que tu vas faire monter en compétences, et donc que le cédant va faire monter en compétences pour reprendre la direction de la société. Soit tu dois faire appel à quelqu'un d'autre. Donc comment ça se passe? Comment tu arrives à faire aussi cette distinction de lui, ok, ça va le faire, lui, ça va pas le faire? Ok. Tu veux dire comment trouver le bon directeur général si j'avais à faire appel à un recrutement externe? C'est comment être sûr que c'est le bon directeur général, sachant que tu rachètes une entreprise en 3 mois, quoi. Ouais. Alors, s'il y avait à faire un recrutement externe, je conseille de passer en direct, c'est-à-dire de ne pas faire appel à un cabinet de recrutement extérieur forcément. Okay. Donc, alors, là aussi, sans le spolier le mastermind que j'anime, mais il y a une partie importante quand même du programme de formation dans cet accompagnement qui va donner une méthodologie de recrutement. Donc on va passer sur une annonce sur les job boards, ça peut être LinkedIn, ça peut être Indeed par exemple, qui est au format très très long. On va avoir 200-300 lignes sur l'annonce en elle-même, avec un mot de passe à l'intérieur. Alors aussi, sans rentrer trop dans le détail, mais c'est une anecdote un peu sympa, c'est que dans cette annonce, tout à la fin, on va glisser un mot de passe, et lorsque la personne va répondre à la candidature, il va devoir donner ce mot de passe qui est dans l'annonce. Ça va déjà prouver que la personne a lu l'annonce jusqu'au bout. Et généralement, 97% des candidatures ne donnent pas ce mot de passe. Donc déjà, on fait un filtre à la base, lors de la première candidature, où on a à peu près 3% des candidats qui correspondent et qui ont lu l'annonce jusqu'au bout, ce qui est un minimum quand même pour un poste de directeur général. Donc sur ces 3%, on va ensuite dérouler, un peu comme avec un cédant, une bibliothèque de questions que j'évoque dans mon accompagnement, qui va nous permettre on va dire de filtrer les bons des excellents. Parce qu'à ce niveau-là, on a quand même des personnes qui ont de l'expérience, parfois 15, 20, 25 ans dans le secteur d'activité cible, qui ont déjà eu des fonctions opérationnelles de direction. Et ces personnes-là, on va vraiment filtrer, comme je disais, les bons des excellents. Pour les excellents, il y a à peu près une shortlist de 3 à 5 personnes, et on va faire un rendez-vous physique avec le cédant, pour justement que le cédant soit impliqué dans le recrutement et qui me dise, voilà, je suis capable de travailler avec cette personne pendant 6 à 12 mois, mais je ne suis pas capable de travailler avec cette personne pendant ce laps de temps. Et ce que tu vas chercher là, c'est vraiment sur le fit humain entre le cédant et le nouveau directeur, ou tu vas aussi chercher une sorte de validation d'expertise terrain, tu vois? Oui, les deux. Les deux. Les deux, clairement. Le cédant, il sera là pour poser des questions type sectorielles, dont moi, j'ai pas connaissance forcément. Moi, j'aurais plus des questions générales sur le management, le coaching, sur comment il fait pour former le personnel, etc. Et le cédant, lui, va poser des questions plus liées au métier. Ok. Et d'accord, donc ça, c'est ton recrutement. Donc un recrutement qui est aussi au final assez rapide, puisque tu es quand même on est sur quelqu'un qui, pareil, en un mois. En un mois, il se retrouve directeur d'une boîte qui est en restructuration et qui va avoir un beau chantier à faire, puisque est-ce que d'ailleurs tu rentres vraiment dans une logique directe de est-ce que
tu reprends un peu comme c'était fait, puisque ben, ça marchait, puisque tu as dit que c'était des entreprises profitables, et après tu amènes petit à petit ta stratégie, ou alors est-ce que non, quand tu rachètes une société, tu dis ok, voilà ce que j'ai analysé, et il va falloir qu'on change ça. Je te pose cette question, puisque bien sûr, tu m'as dit que tu gardais le cédant quand même 3, 6 mois, 1 an, et ça peut être de la même manière compliqué pour un cédant de se faire imposer une nouvelle stratégie, une nouvelle ligne directrice. Alors, ma recherche est de reprendre des sociétés profitables. Donc, ça veut dire qu'il y a déjà un track record, il y a déjà une profitabilité sur plusieurs années. Donc, le but, c'est quand même de réitérer l'expérience. Donc, à 80%, le nouveau directeur général va réaliser les mêmes tâches que le cédant. Et à 20%, il y a des optimisations à faire. Ça peut être en effet l'augmentation des prix clients, par exemple. Ça, c'est un bon levier pour tout de suite gagner en rentabilité. Ça peut être raccourcir les délais de paiement clients, allonger les délais de paiement fournisseurs pour avoir plus de cash flow. Enfin, ce sont des systèmes, des techniques comptables et pratiques qui seront à appliquer, mais sans grande difficulté pour lui. Okay. Et en effet, le cédant peut avoir une appréhension au début à travailler avec un nouveau directeur général, sachant que le cédant, pendant la période d'accompagnement, c'est lui quand même le patron de l'entreprise encore. Le nouveau directeur général est plus en mode apprentissage, où il va surtout écouter et suivre le cédant. Ok. Et quand tu rachètes des boîtes, du coup, tu prends 100% de participation, ou alors est-ce que tu restes dans une logique où, je sais pas, un cédant, tu fais juste une prise de participation Alors, sur des activités déjà matures, c'est 100%, tout de suite. Puisqu'avec la technique de financement que je t'évoquais tout à l'heure, il est difficile de racheter une minorité ou un pourcentage plus ou moins important. L'idée, c'est vraiment de racheter 100% tout de suite pour être libre de ce qu'on peut faire dans l'entreprise. Ok. Donc, tu n'as aucune entreprise aujourd'hui que tu as rachetée où tu as un cédant encore en place? Non, en effet. Ok. Les seules activités où tu as un des directeurs, c'est sur la première société donc, que tu as créée. Oui. Où là, tu avais quelqu'un avec qui. Tu as mis quelqu'un, je ne sais pas s'il travaille avec toi, c'était ton frère, si je ne dis pas de bêtises. Frère, ouais. Mais il travaille avec toi déjà dans la société, ou alors non, c'est quand toi, tu as voulu sortir de l'opérationnel que tu l'as fait rentrer en mode. Il travaillait déjà dans la société. Okay. Oui. Donc c'est plus, tu as fait évoluer à quelqu'un en interne pour lui donner les responsabilités. Ok, très intéressant. Moi, ça m'intéresse qu'on parle, tu vois, là ça fait déjà bientôt 50 minutes qu'on est déjà en train de parler, donc le temps file, et c'est très riche que tu as donné, et je te dis, t'es un profil qu'on reçoit pas forcément souvent, puisque sur cette expertise de rachat, ça te va si on va un peu plus dans le détail, c'est-à-dire comment tu structures aussi ton groupe, comment tu fais pour racheter ces sociétés et créer, parce que tu parles de groupe depuis le début, donc il y a une vraie logique, tu vois, de création de groupe et d'avantage à avoir un groupe. Donc comment aussi t'es structuré, et peut-être, tu vois, est-ce que tu aurais des points d'attention à donner à des personnes qui voudraient commencer à se lancer sur le rachat d'entreprise, sur les choses à faire ou à éviter quand tu veux te lancer sur cette thématique-là? C'était une méga question en tiroir. Ouais. T'as pas mal de questions à répondre, t'inquiète pas, je pourrais répéter si jamais. Ça marche. Alors au niveau structuration juridique, ouais. Moi je conseille un rachat d'entreprise à double étage, avec une holding personnelle qui est tout en haut de la pyramide finalement, et une holding d'acquisition qui sera sous cette holding personnelle, qui elle-même va faire le rachat de la structure. D'accord. Pourquoi faire 2 étages à la fusée ? Puisque, alors même si on n'a pas de caution personnelle sur les financements qu'on va faire pour la société qu'on va racheter, il est toujours bon d'éloigner un maximum la société cible de son patrimoine personnel. Pour diverses raisons, ça peut être en cas de défaillance par exemple, ça peut être en cas des cautions personnelles peut-être oubliées dans l'entreprise ou autre. Donc c'est bien vraiment d'éloigner les deux pour éviter d'avoir de l'impact sur son patrimoine personnel. Aussi, ça permet, si on fait on va dire une stratégie plus cohérente avec de multiples acquisitions dans le même secteur, le fait qu'il y ait une holding personnelle qui elle-même a une holding d'acquisition sur lesquelles on va agglomérer le même secteur en dessous, un fonds d'investissement par exemple ou un acteur stratégique va pouvoir racheter la holding d'acquisition directement et non pas les entités les unes après les autres. Ainsi, le produit de cession de cette société-là ne remontera pas en personnel, avec la fiscalité que ça implique aujourd'hui en France,
mais sur une entité morale et sur laquelle on va pouvoir réaliser nos investissements immobiliers, boursiers et autres. Ok. Euh, et donc, d'ailleurs, on avait eu ce sujet en off. Toi, aujourd'hui, c'est que des holdings qui sont pas animatrices. T'as pas d'holding animatrice. Ok. Pourquoi ce choix et ça joue sur quoi Chaque société, enfin chaque secteur d'activité a sa propre holding d'acquisition. Mhm. Ainsi, on crée des silos indépendants. Et si justement, on en revient toujours au problème de défaillance, ça peut arriver, et on l'a vu pendant le Covid aussi avec certains secteurs. Si une des sociétés devient défaillante, elle n'emmène pas tout le groupe avec. Donc le fait que ce soit des silos indépendants, on va dire pas secteur d'activité, Ouais. ça permet de cloisonner entre les différents. Ça, je comprends bien, mais du coup, par exemple, ta holding personnelle, ça peut pas être. Enfin, je veux dire, tu peux être. Enfin, je vois pas le problème juridique. Alors peut-être que je le connais pas et du coup, c'est très bien qu'on en parle. Euh, Ta holding personnelle, c'est pas une holding animatrice de ces différentes holdings sectorielles? Quand tu dis animatrice, c'est quoi pour toi? Une holding animatrice, alors il y a différents éléments, mais en fait, c'est celle qui donne la stratégie. C'est celle qui, en fait, tu vas pouvoir vendre, enfin, faire aussi facturer des management fees ou ce genre de choses à tes autres sociétés parce que en fait c'est elle qui drive la stratégie et qui anime si tu veux Oui. les différentes Alors sociétés si que en tu as. effet, si c'est pris de ce côté-là, en Ouais, effet, les holdings facturent des management fees et ouais. remontent des dividendes. Donc en Ok. effet, ce sont des holdings animatrices en effet. Tu as raison. Ok. Parce que en fait c'est même dans les statuts, t'as deux statuts juridiques différents, Ok. si c'est animatrice ou pas. Et après il y a d'autres. Des holdings passives aussi, il me semble, hein, Ouais, c'est c'est ça. ça, Ouais. exactement. Et en gros, en fonction des types d'holding que tu as, tu vas pas avoir les mêmes enjeux, mais surtout, tu vas pas avoir les mêmes possibilités d'action et de facturation en Je fonction du comprends. type d'holding que tu Donc, ce sont que des holdings animatrices à ce moment-là. as. Ok, Ouais. ça marche. Ouais, puisque du coup, et ça c'est intéressant, et je pense que c'est aussi quelque chose qui est intéressant que tu partages, c'est que quand tu rachètes une entreprise, tu rachètes effectivement pour la capitalisation globale que ça ajoute à ton groupe, mais tu as quand même un objectif de cash flow Bien sûr. direct. Et donc, tu es dans une logique où tu es en train de racheter, mais ça te génère du cash directement. Tout à fait. Tout à fait. Il y a trois styles de rémunération qu'on peut envisager quand on rachète une société. Il y a un premier concept qui est d'ailleurs un peu étranger à ceux qui font de la création, par exemple. C'est le concept de deal fee. C'est-à-dire qu'on va pouvoir, lors de l'acquisition, sur les quelques jours après l'acquisition, se verser une rémunération exceptionnelle pour se féliciter d'avoir fait un bon deal, qui peut être de plusieurs dizaines de milliers d'euros à plusieurs centaines de milliers d'euros, voire plus selon la taille de la société, forcément. Ça, c'est une première étape de rémunération. Ensuite, la deuxième, c'est les management fees, en effet, sur les holdings au-dessus. Et enfin, la troisième, c'est les dividendes. On peut même en imaginer une quatrième avec la valorisation des sociétés et la revente Ouais. potentielle d'une société. Ça, c'est une vraie question. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est quoi ta vision par rapport à ton groupe? Parce que tu vois, tu as parlé, tu structures donc effectivement par secteur dans une hypothèse où il y aurait un groupe d'investissement, d'un groupe qui serait là pour acheter un secteur directement. Est-ce que ça, c'est juste pour toi te permettre de faire effet de levier et aller chercher des plus gros projets derrière et en fait de faire grossir ton groupe comme ça? Ou alors, est-ce que non, tu as vraiment je dirais une logique peut-être un peu plus patrimoniale où je sais pas comment dire parce que ça reste patrimonial l'autre aussi, mais tu mets un peu d'affect, tu vois, dans les sociétés au final que tu as rachetées. Et donc, c'est pas seulement des véhicules financiers que tu achètes et que tu revends en fonction des projets, mais juste, voilà, tu essayes de grandir petit à petit. C'est plus une logique patrimoniale, puisque moi j'ai mis en place une stratégie type conglomérat, donc avec divers secteurs d'activité. Donc malheureusement à mon niveau, c'est pas très vendable. Voilà, il aurait fallu une taille beaucoup plus importante pour que ce soit vendable et qu'il y ait de l'appétence de fonds d'investissement par exemple ou autres pour l'acheter. Là en l'occurrence c'est plus une logique patrimoniale et de revenus récurrents, si on peut dire. Ok, ok, d'accord. Et d'accord, ouais, donc tu es vraiment dans cette logique de patrimonial, mais. Et donc, enfin, très simplement, aujourd'hui, c'est quoi ta vision Ma logique, oui, c'est plus de continuer à prendre des participations, à faire grossir le groupe, sans pour autant penser à une revente prochaine. D'accord. Mon but, c'est de continuer à m'associer avec les membres de mon mastermind pour faire plus de deals. Alors, pas forcément à 100% puisque je serai associé avec eux, mais plus de deals, plus souvent et avec des tailles plus importantes. Ok.
et tu as vraiment un objectif que tu t'es fixé. Parce qu'on n'en a pas parlé, et ça, peut-être qu'en fonction du timing, on y reviendra, ou ce sera le sujet d'un prochain épisode. Mais tu sais, tu as parlé tout à l'heure des objectifs que tu donnes à la semaine à tes équipes, mais je suppose que ça découle d'objectifs que tu t'es fixé toi pour le groupe, mais peut-être aussi toi en tant qu'entrepreneur. Et donc aujourd'hui, c'est quoi les objectifs que toi tu te fixes en tant qu'Alexandre? Tu veux dire personnellement? Ouais, personnellement, personnellement et, Et au niveau du et au groupe? niveau du groupe. Ouais. Alors les objectifs sont plus liés à la société en elle-même. Ouais. Je souhaite pas voir des sociétés qui font forcément 500% de croissance ou 1000% de croissance. Je suis pas vraiment dans une logique startup et ce type de croissance-là, justement, va appeler un besoin au fond de roulement assez important. Moi, mon idée, c'est de racheter des sociétés dans des métiers plutôt traditionnels. Donc, on a parlé de BTP, d'agroalimentaire, de transport, par exemple, et d'avoir plutôt des, si je peux faire le comparatif, des bateaux de croisière plutôt que des fusées. Ok. Je veux faire 5, 10, 15, peut-être 20% de croissance par an par entité, mais je veux pas du 50 ou du 100%. Ok. Le but, c'est que ça rapporte du cash flow, que ce soit géré en bon père de famille, et que voilà, toutes les tâches quotidiennes soient déléguées. D'accord. Donc vraie logique paternaliste où en fait ton kiff c'est vraiment de racheter des entreprises tant que tu peux. En gros, tu vas continuer. Je veux Je dire, serai vivant. tu te mets, ouais, voilà, c'est ça. Non, mais je veux dire, tu te mets pas de limite. Tu es vraiment dans cette logique patrimoniale de j'essaye de créer, on peut le dire, un empire de société en créant, en rachetant des entreprises. Et comme tu dis, vraiment, tant que tu seras vivant, tu te vois vraiment comme ça dans cette Complètement. logique-là de. Complètement. Le fait de sortir complètement de l'opérationnel et de plus avoir ce stress quotidien permet d'envisager ce métier, puisqu'on peut dire que c'est vraiment le métier de repreneur, Ouais. sur vraiment le long terme. Et je me vois tout à fait à 70 ans ou 75 ans continuer à en faire. C'est vraiment intéressant ce que tu dis parce que tu sais, je t'avais dit que j'avais vu différents profils de multipreneurs. On a parlé de l'opportuniste, on a parlé de l'écosystème. Et au final, toi, j'ai l'impression que tu es plus un multipreneur spécialiste. C'est-à-dire que ta spécialité, finalement, c'est le rachat d'entreprise. C'est ce côté acquisition, je dirais, acquisition de leads et d'entreprise, structuration et je passe à la suite. Et donc en fait, au final, ta compétence à toi, c'est de dupliquer cet élément-là sur tes différentes verticales et tes différentes sociétés. Tout à fait. Et c'est assez intéressant comme manière de faire. Tu fais voilà. Donc finalement, tu n'es peut-être pas si opportuniste que ça, tu es peut-être plus spécialiste en tant que multipreneur. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, donc voilà, tu as cette logique, comme tu dis, de groupe. Tu veux acheter des entreprises jusqu'à la fin de ta vie. Ok. Est-ce que tu as un nombre en tête ou non? Tu es vraiment dans une logique de... J'ai bien un nombre en tête, oui. Ouais. C'est quoi ce nombre en tête? C'est sur un podcast qui est écouté par des multipreneurs, Voilà. donc t'inquiète, il n'y aura pas de jugement de... J'ai une vision, c'est d'avoir 300 entreprises d'ici une dizaine d'années. Trop bien. Donc Alors, est-ce que j'y arriverai ou pas? Je sais pas. Si je fais la moitié, c'est déjà pas mal. Ouais. Si je réalise l'objectif, ce sera très bien aussi. Ouais. Okay. Et donc dans cette logique-là, est-ce que tu le vois de manière assez linéaire, c'est-à-dire avec un certain nombre de rachats par an, parce que avec l'expérience que tu as aujourd'hui, tu imagines pas ça forcément peut-être... il y a peut-être une limitation, tu vois, en termes de temps, ou ça aussi, tu as peut-être moyen de trouver de le scaler aussi à terme. Ça va être difficile de faire la réunion du mercredi matin avec 300 directeurs généraux. Ça va être très difficile. Elle va être longue. Non, vraiment, mon idée, c'est de m'associer de plus en plus avec mes membres, comme je te le disais tout à l'heure, et d'avoir un degré de supervision encore supérieur. Okay. Donc, quand je m'associe avec l'un des membres de mon mastermind, lui va prendre la présidence de la holding d'acquisition, et c'est lui qui va superviser le directeur général en place, qui va s'occuper du quotidien. Donc là, je serai vraiment un investisseur, on va dire, plus dormant, entre guillemets, plus passif. Et c'est ça qui m'intéresse de développer aujourd'hui. Okay. Et toi, d'ailleurs, est-ce que tu vois une différence entre finalement l'entrepreneuriat et l'investissement? Est-ce que pour toi, l'investissement, ça reste de l'entrepreneuriat puisqu'au final, tu as un rôle... Alors là, finalement, tu as un rôle quand même actif, mais tu as un rôle actif au début, mais après, c'est passif, finalement. Tout à fait. Je dirais que à l'heure d'aujourd'hui, c'est plus en effet de l'investissement actif, comme tu disais, pour tout doucement passer vers des revenus passifs. En effet, c'est le but. Ok.
Et c'est intéressant parce que tu es dans une logique de faire croître ses revenus passifs, mais sans être dans une logique où tu arrêtes complètement ton activité. Toi, je veux dire, ta vision, c'est pas d'être à la plage en train de boire des cocotiers, c'est plutôt ou de faire ça en Plus. rachetant des sociétés. C'est ça, c'est ça. Exactement. Et parce que tu vois, ça m'intéresse et on avance dans le temps, donc on va aller Ouais. là-dessus. C'est que tu vois, j'aime bien aussi donner de la transparence aux personnes qui nous écoutent, que ce soit les entrepreneurs, ou entrepreneurs ou les multipreneurs aussi actuels, de dire voilà, aujourd'hui, tu as un groupe, il fait combien de millions 14,3 millions. 14,3 millions. Combien de sociétés au total, t'as dit 9 maintenant. 9 Ouais. sociétés. Donc, concrètement, ton emploi du temps, il ressemble à quoi aujourd'hui vraiment. Et tu vois, ça m'intéresse d'aller aujourd'hui, on en avait parlé quand la dernière fois où on s'est vu, mais moi je distingue trois temps distincts. Le temps, je dirais, professionnel, donc consacré à nos activités. Le temps relationnel, donc familial ou amical. Et le temps personnel, donc là vraiment sport, lecture, Mm. méditation, tout ce que tu fais. Déjà, est-ce que toi tu as ces trois temps et comment tu fais pour gérer ces trois temps? Donc voilà, tu vois, je voudrais vraiment qu'on Ok. rentre dans Dans le détail. l'organisation d'Alexandre, de ouais, Ok. comment ça se passe aujourd'hui et, sans, entre guillemets, tu vois, sans cacher certains éléments, puisque je pense que pour arriver à certains objectifs, bah, des fois, il y a un coût à payer, qui peut être passé hein, d'ailleurs, et pas forcément actuel, mais qui, je pense, est important de aussi montrer aux personnes, tu vois, qui peuvent être inspirées par cet échange. Ok. Ta question, c'est est-ce que j'ai une morning routine? C'est bien. Hmm. Eh ben, si t'en as une, Ça fait ça partie. peut être un des éléments, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment aujourd'hui que, enfin, ça Quel ressemble est à quoi l'emploi du temps, ouais. une semaine pour Ok. toi, quoi. Si je rentre dans le détail, donc alors tous les matins, je fais du sport, du lundi au vendredi, Ok. généralement de 7h30 jusqu'à 9h. J'aime accompagner mes enfants à l'école, puisque pourquoi je fais tout ça aujourd'hui, pourquoi j'ai cet impératif à chaque fois d'avoir des managers qui pilotent mes entités, c'est pour se dégager du temps. En fait, on achète notre temps. Donc pour le coup, moi, ma hantise, c'est de ne pas voir grandir mes enfants. Donc j'essaie vraiment voilà, de les accompagner à l'école, voilà, de faire du sport le matin aussi pour prendre soin de moi. Ensuite, je m'occupe beaucoup de mon mastermind. Le reste du temps, alors tu connais déjà mon emploi du temps du mercredi matin, de Mm. 8h à midi avec l'ensemble de mes directeurs généraux, mais c'est le seul temps imparti que j'ai pour les sociétés de mon groupe actuellement, mis à part la société de mastermind. Ok. Le reste du temps, c'est donc m'occuper de mon équipe sur le mastermind, m'occuper de mes clients, alors, ou en one-to-one ou en groupe. Par exemple, le lundi et le jeudi de 16h à 18h, on a un coaching de groupe avec souvent 15, 20, 25 personnes dans une salle de réunion Zoom. Et le reste du temps, voilà, je profite personnellement. Je vais au restaurant parfois le midi avec ma femme aussi. Voilà, j'essaie vraiment de profiter de la vie tout en ne sacrifiant pas la performance pour autant. Ok. Tu prends des week-ends ou pas? Enfin, je veux dire, samedi, dimanche, toi, tu travailles Samedi, ou pas? dimanche, week-end complet, off. Ouais. Ok. Off avec quand même les petits mails et des appels ou vraiment off, off? Pas d'appel, mais quelques réponses à ce email, ouais. Ok. Ouais. Et ça, je veux dire, c'est depuis toujours ou alors c'est depuis que tu as vraiment. Tu vois, il y a eu un gap où tu as réussi à sortir, tu vois, de ce moment où un peu, tu sais, l'entrepreneur qui travaille 7 jours sur 7, Mhm. puisque je sais que tu es passé aussi par un moment où tu travailles Ouais. beaucoup quand même. Donc, Ouais. comment, en fait, comment tu as réussi à faire ce switch, tu vois, entre les deux? Alors le comment, c'est toujours structuré, hein, ça, on en revient toujours à la même chose, c'est de trouver des personnes qui sont capables d'endosser la responsabilité de l'entreprise pour nous. On va pas leur demander forcément de faire une croissance, comme je te le disais tout à l'heure, de 100% par Mm. an, mais voilà, 5 à 15% par an, c'est atteignable. Ça Donc pour ça, sera, on a besoin de ça sera un professionnels. peu plus pour le studio quand même, hein, mais Ce sera un peu plus pour le studio, en effet. Pour Nextel, c'est pour différent. Nextel, Là, on veut du 100%. Mais ensuite, derrière, oui, quand j'ai commencé ma carrière d'entrepreneur, je travaillais en effet 70 heures par semaine, je faisais 100 000 km par an. Et pour moi, cette période-là, je l'ai profondément détestée, et encore plus quand j'ai eu ma fille en 2019, ok. puis ensuite mon fils en 2021. Alors, je ne sais pas ce qui se passe dans la tête des hommes ou des femmes, certainement, quand on a un enfant, mais on se dit, voilà, ce que j'ai là, c'est le plus précieux au monde. Il y a le professionnel qui est important, mais finalement, le fait d'avoir des enfants, ça te débloque quelque chose dans le cerveau et ça te dit, voilà, je veux pas passer à côté de ça. Voilà.
Ceci n'est pas un appel pour faire des enfants. Je veux dire, faites ça quand même de manière responsable. Non, non, mais je déconne. Je déconne et moi, c'est un des sujets, effectivement, tu vois, où on arrive aussi. Hein, je commence un peu à prendre de l'âge et c'est les thématiques du jour. Et c'est vrai que j'arrive pas encore à imaginer l'impact organisationnel qu'un enfant peut avoir sur ta vie entrepreneuriale, qui est certain. Et moi, j'ai cette vraie volonté aussi. Comme toi, c'est-à-dire que moi, des enfants, si je les fais, c'est pour les voir et passer énormément de temps avec eux. J'ai eu la chance d'avoir été accompagné par mon père sur pas mal de choses, enfin, mon père et ma mère. Si regarde le podcast, attention quand même. Mais, euh, mais je veux dire, voilà, c'est quelque chose, c'est important, je pense, de prendre du temps. Et ok. Donc, ok, tu te structures comme ça. Et donc, en vrai, en ce moment, plutôt confort quand même, je veux dire. Ça va, c'est plutôt C'est une agréable. vie très agréable. Ouais. Si tu pouvais garder qu'une seule de tes sociétés, tu garderais laquelle aujourd'hui? Le podcast, bien sûr. Une seule de mes sociétés, je dirais que le mastermind que j'anime me donne beaucoup, beaucoup de plaisir. J'ai découvert ça assez récemment, mais c'est vrai que de transmettre le savoir, de faire des deals ensemble, finalement d'avoir une sorte de bande de potes finalement XXL, puisqu'aujourd'hui il y a 260 membres dans le mastermind que j'anime, ça offre une richesse humaine et de partage qui est au-delà de ce qu'on peut imaginer sur l'argent, sur plein de choses. Voilà. Je tiens quand même à souligner que quand on s'était parlé il y a un an, Mm. tu avais l'objectif à beaucoup plus long terme de ça d'arriver sur un mastermind de 300 personnes, si je dis pas de Ouais, bêtises. c'est ça. Mais tu l'avais à, je sais pas, 5 ans ou 5 ans, ouais. ouais, 5 Ouais. 10 ans, je sais plus combien. Et là, tu es à Et on est 270 déjà en 260, ouais. incroyable. Ouais, c'est passé vite, ouais. C'est beau, mais parce que la promesse, elle est folle. En vrai, si j'étais pas un profil starter, parce que moi je suis clairement l'entrepreneur qui aime bien démarrer, moi ce qui m'excite, c'est vraiment le côté une idée, et si je la rendais possible, tu vois. Je dis pas que je passerai jamais au rachat, t'inquiète, je viendrai. Mais je veux dire, c'est vraiment, tu vois, cette partie-là, moi qui m'excite, ce que tu disais dans le mastermind, t'as vraiment ce projet de dire comment je vais réussir à passer quelque chose que j'ai dans la tête Mm. à la réalité. Et moi, c'est ça qui aujourd'hui me booste. Alors, est-ce que dans 10 ans, ça sera encore le cas? Je sais pas. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un peu ce qui m'intéresse. Donc, ok, tu garderais le mastermind si t'avais qu'une seule société à créer. Clairement, Ok. clairement. Ouais. Et c'est quoi aujourd'hui, tu penses, les compétences vraiment fondamentales que tu as qui te servent? Genre, tu vois, c'est les compétences qui t'ont permis d'arriver où tu es aujourd'hui là. Je vais faire un peu cliché, mais je Euh, dirais que c'est la persévérance. Il faut rien lâcher là-dessus. Euh, je dirais aussi des compétences commerciales, parce que vous savez qu'on les retrouve dans la création d'entreprise, en effet en starter, comme tu fais très bien, mais aussi dans le repreneuriat, où finalement il y a la loi des grands nombres qui s'applique. On a parlé de sourcing tout à l'heure, de faire beaucoup de rendez-vous téléphoniques, beaucoup de rendez-vous physiques, et d'écarter les entreprises rapidement qui ne nous intéressent pas, mais de progresser rapidement vers des entreprises qui nous intéressent. Et ça reste un schéma commercial finalement, ça reste pareil, prospection, prise de contact et closing à la fin. On est sur le même schéma. Donc je dirais persévérance, commerciale et de rêver aussi. Pas mal. Il faut savoir rêver, et tu l'as dit aussi avec cette création d'entreprise où l'idée finalement est une notion intellectuelle qu'on va essayer de réaliser sur le terrain. Tout ça en fait, les entrepreneurs sont des rêveurs en fait, hein. c'est quoi les problématiques que tu rencontres toi aujourd'hui? C'est quoi les difficultés Ouais. rencontrées par un multipreneur comme toi aujourd'hui? Je dirais, et tu en as parlé tout à l'heure, c'est comment scaler l'activité. Si demain je veux rester sur le même schéma avec ma réunion du mercredi matin, si demain en effet j'ai 50, même sans parler de ça, ne serait-ce que Mm. déjà 25 sociétés, ça va être problématique. Donc là, plusieurs choix s'offrent à moi. Donc en effet, il y a le fait de faire des deals avec les membres de mon mastermind où il y a un degré de supervision supérieur, ça c'est ok. Mais si je veux continuer aussi à faire des acquisitions de manière personnelle, il va falloir certainement cette fois prendre un directeur général des holdings, pour le coup, pour encore une fois structurer davantage. La problématique, c'est y a-t-il des profils comme celui-ci qui existent, avec un DG qui est déjà peut-être ancien multipreneur, qui a différentes compétences dans les secteurs d'activité qui sont représentés dans mon groupe actuellement. Donc voilà, ça c'est aujourd'hui la problématique principale.
Et est-ce que justement un de ces directeurs, c'est pas la même chose, comme c'est à chaque fois faire monter en compétence, tu vois, au sein d'une société Peut-être. pour arriver à trouver ton directeur? Est-ce que c'est pas finalement en plus parce que tu fais un beau sourcing là avec ton mastermind, mais Ouais. est-ce que c'est pas dans ce pôle de mastermind que tu vas réussir à trouver au final quelqu'un qui est dans cette logique, qu'en plus tu auras formé, qui connaîtra les méthodes et qui connaîtra exactement cette logique de structuration, mais qui aura aussi envie d'aller plus loin, d'aller plus fort dans C'est ce que tout à tu fait fais. possible. Peut-être que la solution est dans les membres de mon mastermind. C'est possible. Ok, donc vraiment cette logique de structuration. Donc en fait, tu seras dans une fusée à 3 étages après ça. C'est Ok. ça. À part ça, aujourd'hui, je dirais donc ça, c'est, je dirais, une problématique court, moyen, long terme en fonction de la difficulté. Je sais pas surtout à quelle distance tu projettes ces objectifs. Mais je veux dire, concrètement, aujourd'hui, tes difficultés, tes problématiques que tu rencontres, c'est quoi? Est-ce qu'il y en a déjà? Est-ce que, Tu veux dire maintenant au quotidien? ouais, maintenant au quotidien, genre vraiment, c'est quoi, tu vois, qui est problématique pour un multipreneur comme toi? Ouais, je fais aussi je fais aussi un peu de l'analyse client pour le mastermind sur le multipreneuriat. Je dirais c'est pas dans l'organisation actuelle puisque Ouais, tout roule plutôt bien ok, et j'ai beaucoup de gratitude par rapport à ça puisque c'est pas le cas de toutes les hmm, entreprises. c'est Donc clair. tout roule. C'est plus comment trouver d'autres deals. Donc comment avec l'organisation actuelle, avec mon mastermind, avec mon groupe actuel, avec la vie familiale aussi, Hmm, comment continuer à sourcer en masse pour pouvoir, de mon côté personnel, sans m'associer avec des membres de mon mastermind, mais comment continuer voilà, à sourcer en masse des entreprises, à les rencontrer et continuer les acquisitions personnelles. ok. Plus Parce ça. que, parce que ça, d'ailleurs, on n'en a pas parlé, mais aujourd'hui, est-ce que tu as des salariés, que ce soit dans ta holding personnelle ou alors dans un étage en dessous, tu vois, qui vont t'aider dans ta gestion au quotidien, dans ta gestion au quotidien, que ce soit justement de ce sourcing ou alors dans la gestion de tes entreprises ou alors même dans des tâches, tu vois, autres? Est-ce que tu as des assistants, assistantes qui t'aident dans ce que tu fais? Comment tu te structures aussi de cet aspect-là? J'ai pas d'assistante sur les holdings du Ok, tout. Il y a du personnel administratif sur les sociétés bien sûr. commerciales en dessous, mais pas sur les holdings en tout cas, Ok. du tout. C'est-à-dire que toi, t'as pas d'assistante personnelle qui Non, t'aide pour gérer non, non, ton écosystème. Ok. Et t'as pas d'autres services, d'autres éléments que tu mutualises non. Non. Ok. Non, non, puisque ce sont vraiment des secteurs totalement différents les uns des autres, donc il n'y a pas de... Alors, il y a une comptable peut faire une facture pour une boîte de Hmm. BTP ou de transport, mais c'est pas le cas actuellement. D'ailleurs, t'as pas Donc, encore racheté de cabinet comptable de. pas encore, Pas encore. pas encore. C'est un Ça métier arrive. réglementé, c'est plus compliqué. Ouais, c'est vrai, ça arrive. Ça arrive peut-être un peu plus, quoi. Ok. Est-ce que j'aime bien là, tu vois, t'as compris qu'on allait, c'est un peu plus détendu, on est sur la fin et j'ai envie de garder un format assez condensé. Je pense que tu as dit énormément de choses euh, assez intéressants. Est-ce que le rachat d'entreprise pour toi, et je fais exprès hein, d'aller chercher des éléments aussi comme ça, est-ce que pour toi c'est quelque chose qui est exclusivement réservé à des personnes qui ont déjà beaucoup d'argent ou qui ont déjà des sociétés qui font énormément de cash ou qui ont déjà une grosse valorisation? Alors non, pas du tout. Avec la stratégie que j'applique depuis quelques années et que j'enseigne maintenant, c'est vraiment pour tout le monde. Aujourd'hui, 20% des membres de mon accompagnement sont des salariés en reconversion, par exemple, donc qui sont encore en poste et qui souhaitent entreprendre Incroyable. différemment pour maintenir un revenu Ok. suite à leur reconversion, ou alors des entrepreneurs qui ont une société actuellement mais qui n'ont jamais fait de croissance externe, où il n'y a pas forcément énormément de cash. Donc c'est vraiment... la méthode classique à passer par des banques, etc., est très capitalistique, mais sur cette stratégie-là, non, pas du tout. Ok. Parce que tu sais, on en a parlé, mais on est allé très vite quand je t'avais demandé de c'est quoi un peu le bon moment pour acheter une entreprise. T'as dit d'être sorti de l'opérationnel. Ouais. Euh, Est-ce que tu penses qu'on peut quand même aller un petit peu plus, gratouiller un peu plus ce sujet-là, dans le sens où sortir vraiment 100% de l'opérationnel de sa première boîte? Je pense que quand tu as commencé ton premier achat, t'étais peut-être pas encore vraiment Pas à 100%, 100%. 100%. Non. Donc tu vois, quelle est la limite de, ben, ok, maintenant je peux y aller, je peux me consacrer à ça? Je dirais à partir du moment où
le chef d'entreprise, s'il a une boîte, peut consacrer à peu près 5 heures par semaine, ouais, 5-8 heures par semaine à faire des acquisitions. Ok. Donc c'est pas sortir en effet 100% de Ouais, ouais. l'opérationnel, mais déjà s'il y a 50% ou 60% de délégués, ça peut s'envisager. Ah ouais, ok, franchement, Ouais. je pensais, tu vois, plus, justement. Ok, toi, ça Donc, te prend, en termes de sourcing, tout ça, ça te prend 5, 5-8 ouais, heures, 5 heures et encore une journée. Enfin, le je veux dire, sourcing est délégué, ouais. voilà. En fait, c'est finalement la prise de contact avec un cédant potentiel qui prend du temps. C'est le nombre de rendez-vous, mais c'est tout. Ok. Oui, forcément, si tu veux faire plus de rendez-vous, bah, tu augmentes ton temps, puisque là, c'est ton temps, c'est difficilement scalable, l'appel téléphonique. C'est ça. On peut difficilement déléguer. Ouais. Ok. Et est-ce que tu penses que c'est difficilement délégable parce qu'aujourd'hui aussi, tu es sur le rachat de TPE, PME, donc où tu as besoin, tu vois, réellement d'être en direct, je dirais, avec le cédant. Et est-ce que justement, dans peut-être le game au-dessus, Mhm. quand tu rachètes en fait directement groupe, bah en fait, presque c'est peut-être plus délégable parce que tu envoies une team qui négocie Totalement. pour le rachat, quoi. Totalement. Et c'est ce qu'avait fait Bernard Tapie à l'époque, Ouais. où il avait sa propre team fusion-acquisition, Ouais. qui lui étudiait des dossiers, qui elle étudiait les dossiers, qui faisait des propositions, et lui finalement intervenait à des moments très, très précis dans le process. En effet, alors aujourd'hui on cible des boîtes entre 1 et 10 millions d'euros, puisqu'on l'a vu tout à l'heure, en dessous d'un million d'euros c'est trop petit pour structurer efficacement et c'est pas assez gros. Et au-dessus de 10 millions d'euros, pour rejoindre ta question, Mm. c'est qu'on va commencer à trouver des fonds d'investissement. Ok. On va commencer à trouver des acteurs stratégiques type grand groupe qui font des acquisitions sur des boîtes de plus de 10 millions d'euros. Donc les valorisations seront moins raisonnables, on va dire, et on sera plus en compétition. On rentrera plus dans un schéma, faites une proposition Mm. financière et après on va la comparer avec d'autres. Ok. Voilà. Ça sera plus scalable, mais avec plus de compétition derrière. Ok. Et c'est quoi enfin, parce que j'imagine que là, tu as dû quand même rencontrer pas mal d'acteurs qui sont aussi sur le même marché que toi de rachat de ce genre de groupe. Et c'est quoi le marché aujourd'hui du rachat d'entreprise entre 1 et 10 millions? Comment il se structure? Qui intervient? Tu vois, comment... Alors justement, c'est vraiment un sweet spot qui est assez peu couru. Ok. Euh, on a typiquement le repreneur personne physique qui lui va cibler des sociétés qui font entre 300 000 et 1 million, 1,5 million, Mhm. puisque dans le schéma bancaire classique, les 20% d'apport Ouais, limitent c'est la taille de clair. l'entreprise. Et ensuite, on va avoir des acteurs, comme je disais, stratégiques, fonds d'investissement, qui vont taper au-delà de 10, voire même au-delà de 20 millions d'euros de chiffre Mhm. d'affaires. Donc sur le créneau des 1 million jusqu'à 10, finalement, il n'y a pas grand monde. Il n'y a pas grand monde et c'est là où justement est le sweet spot. C'est là aujourd'hui où il y a très peu de concurrence. Ouais, trop intéressant. Ouais. C'est pour ça que je te dis, ça me faisait vraiment plaisir de te recevoir, même sans parler du fait voilà, qu'on va s'associer sur le studio, etc. Mais vraiment sur cette logique comme tu dis, ce sweet spot, en fait, c'est des éléments que j'ai pas encore trop vus sur le marché. Mhm. Et je pense que tu as une vraie proposition de valeur et c'est ça qui explique aussi, tu vois, l'engouement qu'il y a sur ton mastermind. C'est qu'en fait, tu as réussi à trouver une niche sur le rachat d'entreprise qui est ultra exploitable et qui, honnêtement, enfin, fait envie et fait rêver, hein. On est quand même sur quelque chose de... Enfin, la promesse est très très belle, quoi. Euh, Quelle est la chose que tu fais ou que tu penses avec laquelle la majorité des personnes de ton secteur ne sont pas d'accord? Sur le thème de la reprise ou dans le business en général? Allez, bah, t'as le droit de me donner les deux réponses, Les deux si tu veux. réponses, allez. On a encore un peu de temps, ça En va. vrai, on a encore un peu de temps encore. Je Euh, l'ai- Justement, c'est le fait de... Là où je rentre en conflit, par exemple avec des intermédiaires en session d'entreprise, c'est que la politique de mon groupe et la politique des membres que j'accompagne, c'est de ne jamais faire une proposition à un cédant. Et ça, c'est vraiment très perturbant pour un cédant, justement, en face, qui a parfois l'habitude de vendre de l'immobilier ou de vendre sa voiture, par exemple, ou autre, où souvent la proposition vient de l'acquéreur. Et là, on va lui dire non, c'est vous en tant que vendeur qui allez faire une proposition, et si jamais j'y adhère pas, c'est moi qui vais la refuser, c'est pas vous. Et ça, c'est complètement à l'inverse, on va dire, des méthodes traditionnelles. Et ça peut choquer certains, ça choque déjà des cédants, ça choque des intermédiaires en session. Donc je me fais pas beaucoup de copains là-dessus, vraiment. Et ensuite, sur le côté entreprise plus général, je dirais c'est le degré d'autonomie
que je donne à mes managers en place, qui est très très important. J'aime bien faire confiance. Alors souvent je me plante, hein, ça peut arriver. Mais ce degré d'autonomie qui est quasiment total aujourd'hui. Je prends beaucoup de temps à faire du recrutement, beaucoup de temps à choisir les bonnes personnes, mais quand j'estime que j'ai la bonne personne en face, c'est pour elle ou pour lui une liberté quasi totale. Ok. Oui, et en même temps, c'est logique, vu la stratégie que tu as et la logique, enfin, la vision que tu as du groupe, t'es pas là pour chapeauter quelqu'un, t'es pas là pour faire du micromanagement, tu es vraiment là dans une logique de laisser complètement en autonomie. Et c'est vrai que j'ai envie de dire, la difficulté de réussir à trouver des profils complètement autonomes que tu n'as pas besoin de suivre. Ça, c'est un vrai challenge. Et je pense qu'il y a une niche aussi pour aller réussir à trouver ces profils-là. Ouais, c'est un vrai truc. C'est un vrai truc. Quelle est Si on pouvait se rappeler de toi pour une seule chose, ça serait quoi? Waouh, les questions là, existentielles. On est parti sur la fin. Ouais. Ouais, je te sentais trop à l'aise sur le rachat, tout ça. T'es dans ton expertise. Quand même, faut te sortir un peu de ta zone de confort aussi. Hein. Allons-y. C'est là pour ça. Tu sais, ça, c'est pour la viralité. Hein. Tu connais les shorts, tout ça, les vidéos. Je dirais un bon père présent. Ok. Ouais. On en revient à l'aspect familial et au fait de ne pas avoir à grandir les enfants sans être... justement, oui, de ne pas avoir à grandir les enfants. C'est aujourd'hui ça qui est le plus important. Ok. Le reste, c'est un jeu. C'est que du business. Voilà. C'est un jeu d'échecs. C'est tout. Quelle question je t'ai pas posée, t'aurais aimé que je te pose? Franchement, on a évoqué pas mal de sujets quand même. Ouais, on est allé sur des choses. Non, je pense qu'on a fait le tour. Hein. Pas mal déjà. Ok. Ouais. T'en as peut-être une dernière pour moi? J'en ai peut-être une dernière pour toi. En vrai, je t'ai pressé. Finalement, on a largement le temps, mais on va quand même finir là-dessus. En vrai, je vais te donner deux dernières petites questions. Une, tu vas voir, c'est très rapide. C'est est-ce que dans tes messages ou dans ta communication, il y a un emoji que tu utilises souvent? Et en fait, c'est très simple, c'est que cet emoji-là, on va demander aux personnes qui sont venues jusqu'ici, puis ça va faire quand même quasiment 1h30 qui nous écoutent, en fait, tout simplement de le mettre en commentaire sous la vidéo ou même de te l'envoyer sur LinkedIn ou de me l'envoyer, ça montrera qui sont venus jusqu'à la fin. C'est un peu la même chose que pour le mot de passe. Pour le mot de passe, pour le mot de passe. Ça permet de voir aussi qui va jusqu'au bout du podcast. Ok. Donc quel emoji? Je dois donner une emoji. Un emoji que tu utilises, si tu en utilises. Si, j'en utilise souvent dans mes posts LinkedIn justement. C'est le petit bonhomme qui tire la langue avec un dollar sur la langue et les yeux qui sont verts, je crois, quelque chose comme ça. Donc voilà, si vous avez écouté ce podcast jusqu'à la fin, n'hésitez pas à m'envoyer votre smiley et puis on échangera avec grand plaisir. Trop bien. Et la dernière chose, c'est, tu vois, là, t'as micro ouvert, je veux dire, c'est ton moment. C'est si t'avais, tu vois, quelque chose à dire, à partager, que ce soit une prise de position, que ce soit un élément que tu as envie de dire aux entrepreneurs, aux multipreneurs qui nous écoutent. Écoute, je te laisse conclure sur cet épisode de podcast. Oui, tout à fait. On a souvent le syndrome de l'entrepreneur, tu en as parlé tout à l'heure, qui travaille 70 heures par semaine, qui est un peu piégé justement dans son entreprise. Il l'a entrepris pour être libre et finalement il s'emprisonne tout seul. Il y a d'autres solutions qui existent pour pouvoir justement structurer l'entreprise, récupérer son temps, donc racheter son temps, sans sacrifier la croissance. Et pour moi, le rachat d'entreprise, encore une fois, sans apport et sans caution personnelle, puisque sinon on a une épée de Damoclès sur la tête et on retombe dans une forme de stress. Pour moi, le rachat d'entreprise est une excellente stratégie si vous souhaitez progresser rapidement, voilà, et en préservant le temps pour votre famille. Eh bien, écoute, je te remercie. J'espère que tu as passé un bon moment, quand même. Merci de m'avoir reçu. Et je suis très content qu'on ait inauguré, tu vois, ce magnifique studio magnifique. Comme ça, sur le rachat d'entreprise, puisque on verra ce que ça donne Nextel, mais l'idée, c'est aussi de pouvoir s'étendre un petit peu par la suite. Complètement. Bah écoute, je te remercie. Merci à toi. Félicitations, tu es arrivé au bout de cet épisode. S'il t'a plu, n'hésite pas à prendre 15 secondes pour nous laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou la plateforme de ton choix et à partager cet épisode autour de toi. Ça nous aide vraiment à faire connaître ce podcast. En attendant, je te donne rendez-vous sur ma newsletter Multipreneur, le lien est dans la description, où tu découvriras chaque semaine des contenus actionnables pour lancer tes projets, t'organiser tout en profitant de la vie.